vrai qu'on a couru ensemble lundi à un petit bout de parcours. Exactement. Et après, le montagnard Joseph m'a dit ciao dans la descente. Mais t'es en train de faire des robots là. Puis on me demandait de travailler avec François Den, mais c'est sûr et certain que 3 mois après il fait un burn-out. On n'a pas besoin de se prendre pour des athlètes de haut niveau pour prendre du plaisir, quoi. Tu vas pas me dire que les gars de devant dans le peloton ils sont pas gavés de data. Quand t'es amateur, c'est bien de regarder les données. Salut Joseph, j'imagine que j'ai quelqu'un de fatigué mais heureux face à moi aujourd'hui avec la double victoire de tes poulains Rousse et Tom sur l'UTMB. Ouais, très 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 heureux. Là, on pouvait pas faire mieux. On a une course un peu aux conditions dantesques, en tout cas dans la première partie, et pourtant une gestion de course ultra solide pour les deux. Est-ce que c'est un scénario que tu avais anticipé, la météo, et du coup, leur pacing, tout était adapté à ça aussi? Ouais, clairement, c'est ma promesse, en fait, de réussir à être le plus précis possible et ne pas avoir un peu de problème d'exploser sur une course. Donc vraiment, c'était mis à part avec ça. On prévoyait quand même une météo un tout petit peu moins compliquée. On savait qu'il allait faire très froid, donc là, c'était prévu là-dedans. Mais pour la pluie, moi, j'attendais un tout petit peu moins de pluie. Et après, honnêtement, je trouve que les élites s'en sont pas trop mal tirés. C'est vraiment sur le top 100 ou derrière le top 1000 où ils ont beaucoup plus de difficultés. Donc, on est passé juste devant le nuage et heureusement parce que ça nous a permis de faire une grosse course. J'ai eu quelques petites discussions avec des amateurs qui sont arrivés dans la nuit et en effet, ça a été compliqué. Ouais. Bon, dans tous les cas, quel que soit le scénario qui arrive, toi, ton rôle, en fait, c'est de se préparer à ça et qu'il y ait le moins d'incertitude possible dans leur course. Exactement, c'est exactement ça, et du coup de faire attention au parcours, au profil, des choses qui changent pas, mais aussi des choses qui changent comme la météo, et c'est pour ça jusqu'au dernier moment on était en train de réaffiner avec les modèles météo et ce qu'on avait, donc c'est pour ça qu'on a bossé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire là si la météo elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'on peut faire à part leur dire c'est ça que vous allez prendre dans le nez? Du coup, changer un peu le pacing, ça c'est important, et justement ça permet de respecter un petit peu ces zones et en fait l'état justement dans lequel je veux les maintenir. Et après il y a aussi tout ce que tu prends aux différentes aid stations. Donc sur les différents ravitaillements, on leur met tel ou tel matériel, et du coup en fait si je sais qu'il va pleuvoir pendant 2 heures et qu'il va faire telle température, je vais leur mettre plus tel type de gants, parce que donc c'est un tout petit peu plus lourd et ça va leur faire perdre de la performance, mais au contraire ça permet justement d'éviter d'avoir trop froid. Et donc c'est un peu des micro ajustements, mais qui je pense en fait mis bout à bout font la perf au fur et à mesure. Donc on va jusqu'au poids des gants qui vont être plus légers s'il n'y a pas besoin d'avoir les gros gants, et on gagne 15-20 grammes par-ci par-là. Exactement. Et à la fin, au bout de 175 km, il y a un effet, il est gros. Chaque gramme compte, c'est comme en vélo. Ouais, il est gros, mais après, je pense que c'est aussi une façon en fait de les mettre dans des bonnes conditions. Tu vois, il y a, je crois que Ben finit en 19,51 si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est juste à partir du moment où t'as pris l'avantage parce que t'étais un peu plus en forme, après tout déroule, et du coup ça a un effet un peu boule de neige où tout devient plus important. Le fait de pas avoir perdu entre guillemets des points de vie sur la course avant, je sais pas si vous vous souvenez de la Transvulcania avec Rouf où elle l'abandonne en fait parce que elle avait subi un terrible orage. En fait, elle c'est une athlète qui n'a pas vécu d'hiver depuis 15 ans parce que elle habite en Nouvelle-Zélande l'été, elle habite en France l'été. Donc en fait, elle switch comme ça toute l'année. Donc elle était pas habituée au froid, et du coup, on a eu assez peur en soi là-dessus de se dire attends, mais c'est pas du tout une année pour elle, il va falloir vraiment la couvrir un maximum. Du coup, c'est Martin qui s'en était occupé de tout ça, donc elle mettait vraiment plus de couches à chaque fois juste pour être sûre qu'il y ait pas de souci. Elle était moins performante, mais au moins ça a permis de pas avoir de problème, et après de dérouler une course super solide derrière. Trop cool, hyper intéressant. Avant d'aller un peu plus dans le détail, ça c'était un petit peu l'apéritif pour donner envie aux gens de rester et de t'écouter. Je te souhaite bienvenue sur Endorphine. Moi, je suis ravi de t'avoir ici. Ça fait, je pense, un peu plus de 2 ans que je t'écoute et que je te suis avec passion, vu que les data, l'aspect un peu geek de la chose, ça c'est c'est un petit peu mon dada aussi. Je t'avais découvert, je crois, sur le podcast On Your Marks à l'époque, donc 2023. Dans les rues de Montréal quand je faisais une prépa marathon, donc j'avais pas mal de temps à écouter et c'était hyper intéressant. Si je te qualifie justement de geek, de fan de data, mais surtout d'en faire quelque chose, d'optimisation de ces données et de ce qu'on peut en faire, est-ce que ça te correspond bien là dit comme ça? Moi, je pense, je vois pas d'autres raisons pour lesquelles je pourrais être invité sur un podcast. À chaque fois, les gens me disent, mais c'est quoi le sujet du podcast ou de ton prochain podcast? C'est un peu les data et le sport, donc il y a pas d'autres sujets. Je vais pas commencer à parler sur le Moyen-Âge, donc, Il y a peu de chances qu'on finisse sur ce sujet aujourd'hui, je te l'accorde. Maintenant, ça c'était une petite présentation très succincte en quelques mots.
Je vais quand même te proposer de te présenter un petit peu plus en large et en travers pour les auditeurs qui te connaîtraient pas forcément. Ouais, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, avec on discute, on travaille même ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir discuter un peu de ces sujets de manière un peu plus publique. Et donc moi, je suis Joseph, j'ai 28 ans maintenant. J'habite ici à Chamonix, à Argentière exactement. Et en fait, j'ai fait des études de mathématiques, donc vraiment assez ingénieur, pas mal de data science. Et en fait, je me suis dit, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de travailler dans sa passion, donc d'aimer ce que je fais. Et du coup, j'aimais deux choses dans la vie qui étaient les mathématiques et le sport, et notamment le sport de haut niveau. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que je peux réussir à joindre un peu ces deux passions. Et en fait, j'ai fait une master thesis aux États-Unis et j'ai travaillé pendant 1 an sur le sujet pour vraiment essayer de comprendre comment ces deux mondes fonctionnaient, comment est-ce que ça pouvait marcher. J'ai réussi à discuter avec des gens exceptionnels qui m'ont donné plein d'idées, et après j'ai travaillé avec des athlètes, et en fait de fil en aiguille j'ai réussi à faire de l'optimisation de la performance. Et du coup c'est vraiment comment est-ce qu'on va chercher les quelques pourcentages de performance supplémentaires pour aider les athlètes à aller gagner un UTMB. Et là je peux le dire en l'ayant fait, donc ouais, c'est vraiment cool. Ouais, toi c'est ta victoire d'athlète, là la victoire d'entrepreneur, de scientifique, elle est aujourd'hui en fait. C'est ta petite coupe de ça y est, ça veut pas dire que c'est terminé, mais il y a un premier jalon qui est posé, de regarder ça marche, ce qui a été construit, ce qui a été testé aussi, parce que t'es pas arrivé ça fait pas 5 ans que t'as le même truc. J'imagine que ça prend quelques années avant d'affiner, et que t'as encore des choses que tu vas pouvoir améliorer dans le futur. Ouais, bien sûr. Je pense honnêtement on peut être très très fier de tout ce qu'on a fait. J'avais dit que si on gagnait l'UTMB avec Tom ou avec Rouf, je prenais ma retraite. Là, on fait le doublé. Je sais pas ce que je fais. Non, en vrai, mais juste pour te dire à quel point, il y a 3 ou 4 ans, quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'idée, personne n'y croyait. Enfin, la data dans le sport, c'est quelque chose qui était pas du tout démocratisé. Mes parents étaient pas d'accord, mon banquier me demandait d'arrêter. Enfin, il y avait vraiment cette notion où c'était vraiment un peu une cause perdue. Et moi, je me suis dit non, je me mets à fond. Je suis resté pendant 2 ans dans ma chambre à Chamonix à bosser comme un malade pour essayer justement d'essayer de comprendre le corps humain, d'essayer de déterminer un petit peu comment ça fonctionnait. Tu dis que effectivement les algos étaient pas du tout les mêmes il y a 3 ans. Je me souviens d'avoir fait le briefing de Peter pour la CCC, l'année où il gagne en 2022. Et honnêtement, mais c'était à des années-lumière de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et je l'ai recroisé hier dans les rues de Chamonix. Et il m'a dit bravo et tout. Je dis mais bravo à toi, c'est toi qui m'as fait confiance le premier. Donc c'est vraiment une construction petit à petit de mettre des places, de mettre des briques, de se faire connaître aussi, enfin d'acquérir un peu cette légitimité. Parce que avant que Tom Evans fasse confiance à un gamin de 28 ans qui n'a jamais lui-même couru l'UTMB, c'est quand même un gros challenge. Donc ouais, c'est pas mal de briques. Et honnêtement, quand on arrive ici, ça fait plaisir, ouais. Ce qui est drôle, c'est que tu dis que personne te croyait, c'était peine perdue, mais ça a déjà été fait dans d'autres sports. Si on prend un sport d'endurance qui est assez connu, le vélo, ça fait un moment en fait que la suroptimisation a été démocratisée. Donc les années 2015 avec la Sky. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui est pas avec un data scientist dans son équipe. Et sur la course à pied, et en particulier sur le trail, qui est un sport très multifactoriel, au final, c'est évident qu'il y a des choses à faire. C'est évident, mais c'était pas évident à l'époque, parce que qui dit multifactoriel dit aussi difficulté en fait de modéliser. Et moi je me souviens très bien par exemple j'en discutais avec Alexandre Bouchex, et il me disait mais non, mais ça marchera jamais, imagine je me tords la cheville, imagine je mets le pied dans une flaque d'eau, imagine il y a un changement aux pyramides calcaires, ce qui s'est passé cette année. Justement, et en fait je lui ai dit justement en fait on a suffisamment soit de puissance de calcul, soit en fait le fait de regarder tous les champs possibles, et en fait on a juste eu à rechanger le parcours. Et donc pour les pyramides calcaires, c'était super simple, là où tout le monde était en mode est-ce que c'est 25 minutes, est-ce que c'est 28 minutes, est-ce que c'est 45 minutes de marge, etc. Donc non, honnêtement c'est pas forcément évident. Il y a aussi l'esprit trail qui prédomine encore, que moi j'adore et que je respecte, mais il y a beaucoup de gens qui sont en mode non, c'est un peu intuitif. Ouais, exactement, et ça peut pas fonctionner ensemble. Moi je suis persuadé que ça peut complètement fonctionner ensemble. Quand on a vu les remontées de Rouf l'année dernière, quand on voit le dépassement exceptionnel sur Courtenay, ça donne quand même des super émotions, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour ceux, je précise avant un petit peu là, pour ceux qui se diraient ça part en données, en data, est-ce que ça va pas être pour moi cet épisode? Oui,
c'est pour vous parce que déjà on va repartir un peu sur du débrief UTMB, donc on va être sur du concret, et de toute manière, pour t'avoir pas mal écouté, tu racontes des histoires autour de ce que tu fais aussi, tu le vulgarises très bien, et du coup on peut rester à un niveau qui est audible, compréhensible par tout le monde. Et c'est le but de ce podcast, c'est de parler à tous les coureurs qui ont envie justement de comprendre un petit peu plus, mais ça reste du divertissement pour eux, donc ils vont pas devenir data scientists demain, et c'est pas la communauté qu'on vise non plus. On va pas avoir les 50 data scientists du sport de la Terre qui vont écouter cet épisode. En tout cas, ils risquent de pas apprendre grand chose si c'est le cas. Carrément, le but c'est vraiment de mettre en valeur et de rendre fun aussi les mathématiques. C'est peut-être aussi une de mes missions de vie, donc si on réussit à le faire, ça serait cool. Ce qui est un beau challenge quand même. Ouais. De base, là si t'arrives avec quelqu'un il y a quelques années en mode je vais rendre fun les mathématiques, là je peux comprendre que les gens te disent ok, ambitieux le garçon. Non, en vrai il y a un côté assez fascinant, et moi à chaque fois que je parle avec des gens ils me disent wow, c'est trop stylé, j'ai envie de... Même, on me demande d'intervenir dans des lycées, en terminale ou en seconde, ou dans des classes comme ça, pour montrer un échappatoire stylé qu'on peut faire avec les maths, pour leur donner justement plus envie de participer à leur cours de maths. Donc, je pense qu'honnêtement, il y a un côté vraiment très classe qui peut marcher. Mais en vrai, c'est génial ça, parce qu'il y a rien de plus... chiant, enfin en tout cas pour un profil comme moi à l'école, de dire mais à quoi ça va servir tout ça, et qu'en fait on te dit juste t'inquiète. Ouais. Quand t'as le profil à vouloir comprendre un peu, tu dis non, si ça sert à rien, je vais juste pas le faire, et puis et puis tu finis avec des mauvaises notes juste parce que t'as pas compris le principe. Donc si tu peux aller au-delà de donner des vocations, faire comprendre, si on peut amener aux jeunes la capacité de se dire ok, ça peut servir à ça ou à ça ou à ça, bon là ça fait un peu plus de sens, et ça permettra à plus de gens de vouloir aller dans ces filières là. Bref, on n'est pas là pour parler éducation nationale. On va rester sur l'UTMB, et la question que j'avais notée en première, qui est assez simple, c'est comment tu l'as vécu? Si on prend les 20 heures et un peu plus avec Rousse 22, comment t'as vécu tout ça, toi, de l'intérieur? C'était très intense. Donc déjà, on sortait d'une semaine hyper intense, parce que la semaine de l'UTMB, je pense que toutes les personnes qui l'ont vécu, c'est des athlètes qui courent. On avait notre MCC d'ailleurs en début de semaine. C'est vrai qu'on a couru ensemble lundi un petit bout de parcours. Exactement. Et après, le montagnard Joseph m'a dit ciao dans la descente. Et non, c'était vraiment une belle course. Et après, donc ouais, pas mal de choses la semaine. Après, le suivi de course. Donc cette fois, j'étais avec Tom. Donc je me suis occupé de toute l'assistance de Tom. Donc d'abord, il y a le briefing le jeudi midi. Après, il y a encore toutes les dernières modifications jusqu'à vendredi midi, notamment sur les différents météos et les nuages qui se déplaçaient un petit peu sur la vallée. Et ensuite, du coup, on arrive, on le brief une dernière fois. Il part, et là on part sur l'assistance, donc c'est-à-dire qu'on va le voir sur différents points du parcours pour justement lui donner son ravitaillement. Donc hyper intense, pas beaucoup de sommeil. On a dû dormir, je pense, dans le tunnel du Mont Blanc. Ça devait être quand on repartait de Courmayeur. Et en fait, à chaque fois, c'est quand même beaucoup de stress, mais du stress positif, hein, parce que moi c'est un petit peu ma technique et ma méthode qui est remise en cause si ça se passe pas bien ou quoi. Si je le vois qui pète au Chapieux, en fait je me dis voilà, je lui ai donné des temps de passage qui étaient irréalisables. Bon, il y a toujours le risque d'un jour sans, mais je suis quand même responsable entre guillemets de sa mauvaise perf. Et du coup il y a vraiment cette notion de suivre à tous les points de passage, avec dès qu'on a des gens sur le parcours, pour justement donner les écarts, pour savoir s'il est dans le plan, pour savoir s'il est en train de le faire ou pas. Et après sur la deuxième partie de course, il y a plus un aspect un peu de temps réel, où en fait on va regarder justement comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce que se comportent aussi les adversaires, et du coup lui dire d'accélérer, de ralentir, d'essayer de résoudre ses problèmes. S'il a des problèmes de nutrition, s'il a des problèmes avec la caféine, s'il a trop chaud, s'il a trop froid, justement de voir comment est-ce qu'on peut faire pour au Head Station lui apporter l'aide dont il a besoin et lui donner les bons conseils pour qu'il puisse bien performer. Les infos, tu les récupères à chaque ravitaillement et pour agir sur le prochain, ou est-ce que c'est en live pendant le ravitaillement qu'il faut faire tourner la machine là-haut pour trouver des solutions tout de suite? Ouais, non, c'est à chaque ravito, pour justement en fait il nous fait des feedbacks, et puis même on le voit aussi pas mal. J'avais plusieurs équipes déjà un peu sur le parcours pour encourager, donc ils peuvent dire il a une belle foulée, il a enlevé sa veste. Et même sur le live, j'avais 2 personnes qui regardaient le live de A à Z et qui m'envoyaient des messages, mais il faudrait voir les conversations, c'est hallucinant. C'est des messages sans réponse pendant 20 heures, où en fait moi j'avais les notifications, je regardais ok, et mais c'est hyper important pour savoir aussi, comme les adversaires, quand Marianne s'était cassé le doigt l'année dernière, en fait j'avais reçu directement
directement l'information et dans la demi-seconde c'était envoyé à Rouf et c'est des choses qui aident vraiment les athlètes, je pense, à bien performer. T'as ton IA qui analyse la vidéo en live. Mais ça, on m'a demandé, est-ce que t'as pas mis un LLM dans les commentaires ou quoi, mais honnêtement, c'est vrai que ça pourrait être très pratique, ouais. Du coup, au final, dans une course comme ça, il y a tout ce que tu planifies au début, mais la réalité, c'est que le plan change évidemment avec tout ce qui se passe. À quel point en fait tu planifies et quelle part reste instinctive et évolutive en fait sur le terrain? Bah, on planifie pas mal, donc au CO, je donne des temps au kilo et après du coup. Ok, donc c'est aussi précis que des temps au kilomètre. Ouais. Par section. Bah moi c'est comme ça que je travaille, même c'est des temps aux 500 mètres qu'après je transforme en temps au kilomètre et après des temps au head station, donc ça c'est l'athlète qui décide. Rouf, je sais qu'elle a moins besoin justement d'avoir ce suivi très précis parce que c'est aussi un style de course, il faut avoir aussi la fraîcheur d'esprit en fait de pas coller au plan. Et après, du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, je travaille pas mal avec ce qu'on appelle les what if. Donc, c'est un truc, les canons conformes, les CNC. Du coup, en fait, on a le plan et qu'est-ce qui se passe si Courtness fait HV? Qu'est-ce qui se passe si je perds 2 gels dans une rivière? Qu'est-ce qui se passe si, en fait, mon BPM ils sont 6 pulses plus forts que ce que j'avais prévu? Et du coup, ça c'est vraiment des infos. On se dit, ok, on switch sur le plan A, le plan B, le plan Z en fonction de ce qu'on a prévu. Là, t'as des petites anecdotes réelles de course qui te reviennent comme ça, justement, de trucs qu'il a fallu gérer et qui sont pas normaux, enfin que tu pouvais pas anticiper. Je pense non, je crois que j'ai oublié de donner un gel à Tom sur le ravito de Courmayeur et du coup il a dû prendre quelque chose à la folie. Je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, exactement. Et du coup, ça c'est vraiment intéressant et on avait fait un peu le gut training en fonction des produits NAC parce que NAC est partenaire de l'UTMB et du coup, on pouvait pas le laisser partir avec quelque chose qu'il avait pas fait. Et donc vraiment, c'est hyper intéressant et ça a marché parce que du coup, il a pris cette barre NAC qu'il a réussi à bien consommer parce que justement on a fait tout ce travail avant. Mais ça c'était clairement pas dans le plan et en fait c'est parce que moi j'ai merdé au ravito en oubliant de lui donner un gel que il a dû prendre cette barre supplémentaire. Du coup, il y a la présence d'esprit aussi d'avoir déjà des plans B, de se dire si jamais il me manque un truc machin, je sais ce que j'ai à faire dans tous les cas. Ouais. Et il savait combien de morceaux de barre il allait prendre. Il y avait pas il arrivait au ravitaillement, il savait ce qu'il allait faire dans ce cas-là, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est en fait j'aime bien ta phrase qui dit savoir ce que je devais faire. Mais en fait, moi c'est aussi ce que j'apporte aux athlètes, c'est vraiment cette sérénité de se dire tout est calculé. Donc c'est pas avec le côté robotisé. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir peur et qui disent en fait c'est des robots, mais juste de se dire en fait moi j'ai prévu mon plan. Si ça se passe mal, je fais ça, et en fait, ça enlève la place à l'incertitude, et en fait, ça te permet justement d'être 100% confiant de ce que tu vas faire, et ça, c'est ce que j'apporte, et je pense que c'est ce qui leur a apporté beaucoup d'aide sur cette année. Moi, ce que j'y vois, là, quand je réfléchis à ça aussi, c'est un petit peu comme tes coureurs amateurs, on dit en veille de course, prépare tous tes trucs pour que ton cerveau, il reste reposé. Bon, là, en fait... Mais t'es en train de faire des robots, là? Non, mais c'est un peu le type de remarque que j'ai, tu vois. Alors que pas du tout, c'est juste de la sérénité. Ouais. Mais le but, c'est qu'en fait, tu utilises pas ton mental avant d'en avoir réellement besoin. Et du coup, quand t'es un peu dans le dur physiquement, parce que même s'ils finissent, on a l'impression que ça finit bien. Ça veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est facile. Mais du coup, ils ont économisé le plus possible leur mental pour, dans le moment difficile, dire bon, ok, maintenant c'est game on et je pars avec ma batterie le plus haut possible. Ouais, c'est ça. Et c'est assez fou en fait de se dire ça parce que si on se met en tant qu'amateur, oui, on prépare des choses, mais en fait il y a toujours un moment où, surtout en trail, ta stratégie elle part un peu en sucette parce que t'es plus précis sur l'heure, t'es au ravito, tu sais plus exactement ce que t'as pris parce que t'es là, tu discutais un petit peu, donc en fait t'as mangé 2-3 trucs et là au bout de 3 heures de course, tu dis je sais pas exactement ce que j'ai pris sur la dernière heure, on va espérer que ça soit ni trop ni pas assez. Et je me revois justement à la MCC manger 5 morceaux de pastèque en haut du col de Balme. Pendant la descente, je suis en mode j'espère que j'ai bien les digéré les bouts de pastèque parce que c'est pas exactement ce que je prends à l'entraînement d'habitude. Enfin c'est des petits détails mais qui peuvent
enfin dans une course d'amateur, mais encore plus une course d'élite, les petits détails peuvent vite faire vriller la course au final. Ah, bien sûr. Moi, je pense que ces détails, j'ai des phrases qui sont encadrées dans ma chambre, et il y en a une, c'est "These details are not details". En fait, on est dans un degré de précision, et on peut pas se permettre ce genre de choses, et c'est tous ces petits détails qui vont faire ma force après, pour justement être super performant, et qui vont permettre, en fait, aux athlètes d'être le meilleur du monde. Mais tu le mentionnais vite fait tout à l'heure, ça dépend aussi de l'athlète. Ça marche. Bien sûr. Je t'ai entendu en parler justement avec Tom qui est très intéressé par la data et qui a envie de ça. Si tu prends un athlète qui est très sensation et qui aime pas en fait les outils, qui limite quelqu'un qui pourrait courir sans montre, j'imagine que ça va être plus compliqué à le faire rentrer dans ce genre de logique. Mais bien sûr, plus compliqué et même impossible. Et honnêtement, je refuserais de travailler avec un athlète qui a pas ce degré de dédication à ça, parce qu'il faut qu'il fasse confiance, il faut qu'il croie, et surtout il faut que ça lui apporte du plaisir et du bonheur à l'entraînement. Je sais très bien, il y a des gens, si tu leur dis en fait on va regarder tes stats après la course, ils vont être non mais ça m'emmerde, mais je suis moins fort, je suis plus fort, je sais pas quoi, et ça va leur prendre un peu de la charge mentale. Tom, à chaque fois qu'on finissait une sortie, il regardait, il dit attends, là c'est ça, il comparait. Donc il a vraiment en fait ce côté où ça lui apporte de la performance, et je pense que c'est même positif pour lui d'avoir des comparatifs, parce que il est très très analytique. C'est un peu la même chose pour Rouf, en fait, de sentir que oui, elle est bien, non, elle est pas bien, etc. Donc il y a vraiment ce point qui est hyper important. Et c'est ce que je dis à chaque fois dans les interviews aussi. On me demandait de travailler avec François Den, mais c'est sûr et certain que 3 mois après il fait un burn-out, parce qu'en fait il en a marre de toutes ces données, et lui il a envie de sortir dehors, etc. Donc honnêtement, c'est pas parce que on a gagné hier que c'est bon, les maths ont gagné et tout le monde doit utiliser la donnée. Pas du tout, mais surtout pas du tout. Vraiment, restez avec vos techniques d'entraînement. Si vous les scientifiser un tout petit peu plus, ça prouve que justement il y a des choses qui sont possibles, mais il faut pas du tout l'imposer à tous les athlètes, ça c'est sûr et certain. La réalité aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a tous les capteurs, on les a, les sensations, on les a, et quelqu'un qui va être très très bon à se lire entre guillemets peut limite être meilleur que tes modèles en boulie. Alors on ne peut pas le savoir, mais en fait à force d'expérience, tu prends des athlètes qui courent depuis 20 ans et qui font ça en fait de cette manière-là depuis 20 ans, ils se connaissent par cœur. En vrai. Tu prends un Kylian Jornet ou un François Den, je pense qu'ils se connaissent par cœur les gars en fait. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi pour François. Pour Kylian, du coup, c'est un peu particulier parce qu'il était je t'ai vu te reprendre justement, mais il est très data. Effectivement, après je pense que même les top athlètes, ils en ont besoin, mais c'est tout bête, mais c'est par exemple passer de 60 à 90 grammes à l'entraînement. Enfin, c'est des micro détails en fait où c'est quand même important d'aller chercher un peu de science là-dessus, et qui peuvent t'aider en fait dans tout ton quotidien. Donc ça va arriver au fur et à mesure, et je pense que tous les coachs vont s'y mettre un peu. Après c'est à quel degré on a envie d'aller loin, et là honnêtement je pense que les deux que j'ai accompagnés ils s'y sont carrément mis beaucoup. Mais du coup on mentionnait Kylian, mais en vrai personne s'en rend compte de ça. Enfin, ça reste surtout quand tu vois comment il communique sur les réseaux. Je vais me promener dans la montagne. Enfin, on a l'impression que c'est full sensation. Je fais ce que, mais il est. Enfin, depuis le début en fait, parce que quand tu reprends ses récits, même d'il y a 20 ans, il a toujours été test and learn. Il y avait pas forcément de modèle derrière, mais le modèle c'est je teste, on va voir ce que ça donne. Et par empirisme, je fais évoluer mes méthodes. Donc honnêtement, et je pense qu'il cache bien son jeu. On avait pas mal discuté, et du coup c'est au moment où je faisais ma master thesis, et du coup on est pas mal échangé, et à un moment je le branche un peu sur le code, etc. Il me dit moi je code en Python. Alors, je sais pas si vous connaissez, je sais pas dans l'assistance si vous voyez ce que c'est le Python, mais c'est un langage de programmation, donc c'est vraiment quelque chose de très très tech, très très code. Et le fait d'apprendre que Kylian code en Python, mais j'étais vraiment sur le cul, et tu vois, et en vrai je trouve ça assez ouf, et de se dire en fait oui il a tout mis, et en fait les différents graphes etc qui étaient donnés par Garmin, Sakoros tout ce qui était dans son entraînement, mais en fait c'était pas assez précis. Lui il voulait plus de précision, de zoom, d'effets 3D etc, et je pense que c'est pour ça justement qu'il allait utiliser un peu de Python, et c'est une anecdote assez marrante. Ouais, clairement, j'aurais pas pensé que c'était à ce point-là. Peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient pour lui, mais qu'en fait, lui soit suffisamment dedans pour aider lui. Ouais, en fait, il y a personne qui fait pour lui. Je trouve qu'il a vraiment ce côté où il connaît super bien son corps, l'entraînement, etc. Il va vraiment piquer à droite, à gauche des pièces d'entraînement, des pièces de renforcement musculaire, etc. Et du coup, et après, il laisse la personne.
et il garde cette connaissance et il fait un peu sa propre tambouille. Moi, en tout cas, c'est la façon dont moi j'ai vu qu'il travaillait un petit peu. Il a vraiment ce côté en mode aller chercher le meilleur du monde dans tous les domaines et après de se faire sa propre tambouille. Donc, c'est effectivement lui qui fait pas mal de sa planif, etc. Ça explique pas mal de choses, sur son évolution, sa longévité et sa versatilité aussi dans les projets. C'est qu'il prend toujours tout en prenant tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut optimiser. Et à la fin, je pense qu'il y a plus, dans son cas, il y a pas à discuter que ça fonctionne parce que ça a été prouvé un certain nombre de fois. Ah, ça, ouais. Et surtout la longévité qui pour moi est quelque chose d'hyper important. C'est un truc qui peut marcher sur du court terme, ok. C'est quand même bien de montrer que ça a un effet long terme et que tu peux le maintenir. En tout cas, moi, ça me tient à cœur parce que je parle beaucoup aux amateurs et le but, c'est de se dire, dans 10 ans, dans 20 ans, on est toujours là à faire du sport, à prendre du plaisir et au-delà de l'aspect performance qui, là, pour le coup, est cool, mais est moins, on n'a pas besoin de se prendre pour des athlètes de haut niveau pour prendre du plaisir, quoi. Ouais, carrément. Du coup, je repensais tout ça. En fait, ça me fait penser à la F1 où en fait c'est le royaume de l'optimisation. Je prends des exemples. Alors, ça va être court parce que c'est pas le sujet, mais tu peux avoir le samedi un pilote, une voiture qui est en PLS, ça fonctionne pas. Tu reviens, le vendredi et ils reviennent le samedi, hop, tout marche. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? T'as des modèles qui ont tourné toute la nuit, t'as des centaines de personnes qui ont travaillé pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, on simule tous les trucs, et à la fin, le lendemain, on met en place et miracle, ça marche. Bon, c'est de la mécanique, mais si on se met sur l'aspect humain, en fait, c'est un peu ça que tu fais, quoi. C'est de prendre tous les paramètres de l'humain, essayer d'arriver à un truc qui soit prédictible derrière. Ouais, clairement. Moi, je suis un grand fan de Formule 1 et ça m'inspire beaucoup justement tout le travail qu'ils font. Honnêtement, je pense même, comme tu dis, plus complexe que la Formule 1. La Formule 1, ça reste monstrueusement complexe parce que c'est de la mécanique, mais avec tous les effets justement de draft, tous les effets de torsion aussi qu'ils peuvent avoir sur la balance. Donc les balances. Je sais pas s'il y en a qui maîtrisent bien, mais c'est juste fascinant en fait de comprendre à quel point on vient adapter une voiture à un style de conduite d'un athlète, d'un pilote. C'est quand même assez fou. Et je pense en fait le sport, ça peut être la même chose, mais à l'échelle physiologique. Et en fait, que ce soit, ça reste des informations que notre cerveau transmet à notre corps pour justement se déplacer, pour avoir une efficacité, pour avoir une casse musculaire plus importante ou moins importante, de gérer les différents seuils, de gérer l'alimentation, etc. En fait, on s'approche beaucoup justement d'une Formule 1 et moi j'adore ce paramétrage et cette compréhension hyper fine du corps parce que en fait on vient justement fine-tuner tout notre athlète et ça c'est hyper puissant et lui quand ça marche, mais il est le plus content du monde parce qu'il a vraiment compris son corps et ça c'est fou. Mais est-ce que le corps humain est pas tout aussi complexe, voire plus qu'un outil qui mécanique, donc ouais. On peut modéliser parce que c'est de la mécanique. L'humain en fait je sais même pas si on saurait dire à quel pourcentage on connaît le fonctionnement du corps humain, mais je dirais que c'est pas si élevé que ça. Au final, j'imagine qu'il y a plein de questions que tu te poses où t'as pas de réponse en fait encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Honnêtement, je pense qu'on en connaît vraiment pas grand-chose. Même il y a toute la science sur les seuils, etc., qui change régulièrement tous les 10 ou 20 ans. Ou c'est un peu les modes d'entraînement, parce qu'en fait, on découvre quelque chose ou en fait on découvre un contre-exemple justement dans le corps humain. Mais ça peut être les filières énergétiques, ça peut être tous les mécanismes justement physiologiques à l'intérieur du corps. Je pense honnêtement. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Par exemple, rien que la consommation exacte des lactates, il y a eu plusieurs justement contre-exemples où en fait on remarque que il y a les taux justement sont pas forcément ceux attendus et du coup il y a peut-être un mécanisme plus complexe. Donc là les mécanismes qu'on apprend en STAPS, qu'on apprend dans les bouquins, je pense honnêtement c'est une simplification de la réalité et en fait sur chaque réaction chimique, il y en a peut-être 8 autres qui arrivent au même résultat mais en fait qui potentiellement produisent un réactif qui va être positif ou négatif pour le corps et du coup qui va être intéressant à comprendre. Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va arriver dans le futur parce qu'on va avoir beaucoup plus de capteurs en temps réel pour comprendre vraiment au sein de la cellule comment ça fonctionne. Mais moi je suis sûr qu'on n'a pas du tout une explication correcte de toutes les réactions qui se passent à l'intérieur du corps. C'est ça qui est intéressant aussi. En fait, d'un côté, si je me mets du côté des gens qui vont dire si on va trop dans la data, tout devient automatique. Le jour de course, on va aussi chercher un peu de l'incertitude. Tu me diras, il en reste encore beaucoup de l'incertitude dans tous les cas quand tu pars en course. Mais
qu'est-ce que tu réponds un peu aux gens qui vont te dire c'est cool tout ça, mais à un moment le sport va être trop normé et du coup il y aura plus de saveur parce que tout à l'heure, petite anecdote, à 3h du matin, j'attendais mon pote Nico, j'étais avec des gens. Je parlais du podcast qu'on allait faire ensemble et quand on a parlé de ça, il y en a un qui a fait une moue en mode tu vois, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, très bien. qui était pas trop chaud en fait sur tout ça. Ouais, je comprends très bien. Moi, je peux avoir deux réponses là-dessus. La réponse d'essayer d'expliquer, de dire que bah non, en fait, on peut avoir des datas et continuer à apprécier. Je pense qu'un athlète, il a beau être hyper bien paramétré, mesuré, etc. Il faut c'est comme un moteur s'il a pas d'essence et il faut qu'il ait de l'envie, du travail, du panache, enfin tout ce qu'il faut justement pour faire tourner la machine. Donc déjà je pense que on peut réussir à vivre des émotions, on l'a vu l'année dernière avec Rouf sur sa remontada et même sur le suivi de course, moi j'étais comme un fou du début à la fin et honnêtement, c'est pas parce qu'ils sont très data, on l'a vu pareil sur les Flandriennes, enfin tu peux avoir des retournements de situation et tu vas pas me dire que les gars de devant dans le peloton, ils sont pas gavés de data. Donc je pense définitivement on peut vivre avec ça et on peut vraiment kiffer. Après, moi, la réponse un tout petit peu plus cynique, c'est de se dire, bah, de toute façon, c'est des méthodes qui gagnent et qui vont gagner justement dans le futur. Donc, en fait, on va être obligé de s'y mettre et ceux qui ont vraiment envie de devenir professionnels, ils vont être obligés de s'y mettre, de faire plus attention à leur entraînement, à leur nutrition, etc. Donc, ils vont devoir y passer. Donc voilà, ça, c'est la réponse un peu plus cynique que je peux faire en mode, bah voilà, c'est aussi l'évolution du sport parce que, bah, on a un sport qui devient plus professionnel parce que, voilà, il faut s'adapter justement aussi à son environnement et il faut être sérieux là-dessus, quoi. Tu prêches un convaincu, mais je pense que c'est intéressant d'évoquer ça parce que c'est sûrement une pensée qui reste encore majoritaire aujourd'hui, puisque si on tire le fil un peu plus loin, déjà sur le trail ça gratte un peu et dès que tu fais un truc un peu de côté, on te parle de l'esprit trail et que ça rentre pas dans le cadre de ce qui se faisait il y a 20 ans et qu'il faut continuer comme tout évolue. C'est pas certains vont te dire l'UTMB ah bah non ça m'intéresse pas parce que c'est trop gros, c'est trop business, bon, le fait est qu'après avoir passé une semaine là, il y a quand même une ambiance qui est ouf et que tu retrouves pas sur c'est pareil, le live que tu peux suivre pendant 24 heures. Moi, il y a 2 événements dans l'année 3. Il y a 3 événements qui font ça. Il y a l'Ironman quand il est à Hawaï. Bizarrement, à Nice, j'avais moins ce côté-là. Les 24 heures du Mans et l'UTMB, en fait. Et c'est des trucs où j'ai vu passer plein de trucs sur les réseaux qui rigolaient là-dessus, mais en fait, tu es captivé par ce truc. Tu vas dire aux gens, je sais pas comment vous faites pour regarder un match de foot ou de tennis pendant 2 heures ou 4 heures, et toi, t'es capable de rester pendant limite 24 heures devant une image pixelisée de quelqu'un dans la montagne. Et je trouve ça assez fou quand t'es sur place de le ressentir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a du monde. Pour le coup, même à 3h du matin, il y avait de l'ambiance sur la ligne d'arrivée. Et voir les coureurs finir ce genre d'effort, et c'est juste fou en fait, parce que tu vois tous les profils, tu vois des gens de 20 à 80 ans, enfin, je sais pas quel est le plus... déjà, il y a le fondateur de l'UTMB à 70 ans qui est sur le parcours, mais il y a de tout en fait, et tu vois... la vie en fait là-dedans. Ça veut pas dire que j'ai envie d'y aller parce que je ne me vois clairement pas passer 2 nuits dehors, mais regarder, je trouve ça quand même hyper impressionnant. Ouais. Mais comme quoi, voilà, on peut garder du panache, de l'esprit trail, etc. en ayant ce type d'approche un peu plus scientifique. Et encore une fois, moi aussi, j'essaie tout le travail que je fais, je le donne pas comme ça de manière brute aux athlètes parce que pour le coup, ils comprendraient pas. Une fois, moi, j'envoie une image un petit peu plus technique à Tom et il me dit, I trust you and I will trust you. Et honnêtement, ça veut dire, j'ai rien compris à ton image. Là, tu te dis, faut que je l'explique, sinon ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant comme réaction, mais oui, moi, je dois aussi un peu cacher. C'est peut-être aussi mon boulot de transmettre de manière juste en conseil, un peu comme le ferait, je sais pas, un entraîneur de François, moi, et en fait, c'est juste que moi, derrière, j'ai beaucoup plus de puissance de calcul, mais par contre on te donne les mêmes conseils et du coup juste le fait de dire bah tu dois manger ça en fait c'est un conseil de coach, c'est juste que moi derrière il y a de la data, mais l'athlète lui potentiellement il le sait jamais parce que bah en fait il est pas au courant de tout le travail qui a été fait en amont avec le coach et lui quoi. Oui, c'est tout le principe. Après on a beaucoup parlé du jour J, de tout ce qui se passe là, mais qu'est-ce qui se passe au quotidien dans les 6 mois, l'année avant pour préparer tout ça en fait? Comment t'arrives avec toute cette somme de data et des certitudes et des scénarios qui sont carrés? Tu fais comment pour arriver à tout ça en fait? C'est
Bah du coup ça a pas mal évolué au fur et à mesure des années. L'année dernière avec Roof, je m'étais vraiment occupé du jour J, donc D-Day Expert, et du coup vraiment essayer de ça se passe le mieux possible. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et après là pour le coup j'ai eu beaucoup plus de crédit parce qu'on avait fait une super course l'année dernière, donc en fait je suis beaucoup plus rentré avec Scott Johnson qui est l'entraîneur de Roof et de Tom, et du coup avec qui on a passé mais toute l'année. Enfin franchement c'est un mec qui est exceptionnel. Franchement je vous recommande d'aller regarder ce qu'il fait. C'est un Américain de 72 ans mais qui est le plus fascinant du monde. Il a écrit un livre avec Kylian d'ailleurs, Training for the Uphill Athletes, et du coup en fait je viens monitorer en fait pas mal de l'entraînement, et du coup regarder toutes les séances qu'ils font, de voir justement comment est-ce qu'ils évoluent pour moi améliorer mon digital twin, essayer de voir justement si on n'arrive pas dans la zone rouge, que ce soit en charge externe, en charge interne, et en fait éviter de faire des bêtises et éviter d'aller vers la blessure. On a eu le cas une ou deux fois où en fait on sentait une petite douleur, et en fait moi j'étais capable de le prévenir un peu avant en disant, d'après ce qu'on a vu sur tes 5 ou tes 10 années d'entraînement dans le passé, si tu fais ce genre de charge externe, ça peut justement arriver à ce genre de douleur sur le genou par exemple, parce que justement c'est ce que ton corps est pas capable de réaliser et de soutenir cette charge là. Pour la naissance du bébé de Tom, donc Phoebe, on a eu aussi pas mal de questionnements, notamment il a eu très peu de temps de sommeil les premières semaines, et du coup je regardais ça avec énormément de précision pour dire voilà, on est obligé de réduire la charge parce que ce qui nous donne en termes de BPM etc, ce sera pas bon parce qu'il a pas eu de la récupération derrière, donc on a dû réduire beaucoup la charge d'entraînement. Donc c'est un peu tout ce travail un peu de monitoring qu'on fait. Et après d'un point de vue, je pense que j'ai aussi récupéré ce rôle pas team manager, mais j'étais vraiment j'ai un mauvais mot qui me vient en tête, mais le serviteur de Tom. Et en fait dès qu'il avait quelque chose à me demander, dès qu'il fallait faire une reco de nuit, bam, je le prenais, je le mettais au compta, on faisait un bout de parcours ensemble, j'allais le rechercher à Courmayeur. Je lui ai cousu son sac parce qu'il avait un super sac ASICS, mais en fait il manquait une poche fermée pour mettre le matos de sécurité. Je lui ai collé des gants parce qu'on avait besoin de gants thermo et waterproof, et du coup en fait on a rajouté une couche de waterproof, de chaud à l'intérieur pour que ça rentre dans le matos obligatoire. Donc vraiment aussi tout ce côté où en fait tu t'occupes de l'athlète dès qu'il a je lui avais écrit dans son briefing, il est venu habiter 2 mois à Chamonix, et ça honnêtement je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Il m'a dit UTMB is a home winning advantage race, donc c'est à dire que si t'habites, tu connais bien le parcours, ça va vraiment t'aider. Et du coup il arrive ici 2 mois avant, et je lui mets justement dans sa note d'arrivée, dans sa note d'accueil, si t'as besoin justement de fraises à 4 heures du mat, j'irai te chercher des fraises à 4 heures du mat. Juste pour te montrer en fait le degré de soutien en fait qu'il pourrait avoir. Et s'il avait besoin de ça, d'aller faire une séance, que je lui redescende sa veste lestée du haut d'Albert Ier parce qu'il avait fait sa séance, je le ferai. Et c'est tout ce que je peux apporter en fait à l'athlète en plus. Donc là, t'as tous les micro détails qui font que, encore une fois, l'athlète va utiliser son énergie physique, mais surtout mentale, à la performance. Et là, on peut dire qu'on est tourné 100% là-dessus. Je pense que vous deux, en fait, vous kiffez le processus tous les deux, et en fait lui, de voir ça le motive encore plus à s'entraîner, à être sérieux dans le truc, à laisser aucun détail passer, et à la fin c'est un cercle vertueux qui fait que tu vas vers l'excellence. Et si vous êtes, je ne sais pas un peu dans le monde si on a d'autres, mais si vous êtes les seuls à faire ça, c'est sûr que aujourd'hui c'est un avantage fort sur la concu, quoi. Ouais, je sais pas justement si ça. En fait, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient qu'ils le faisaient pas, même dans le monde du vélo. Je sais qu'ils sont pas aussi poussés en termes de data, de performance, etc. Pour avoir discuté avec quelques équipes pro, je sais que ils pourraient être vraiment intéressés par les modèles qu'on propose, tu vois. Donc moi, mon but aussi, c'est d'être le plus franc possible, le plus ouvert possible, pour que ça crée un peu des vocations et que justement il y ait d'autres gens et personnes qui réussissent à faire ce travail, parce que en fait ça peut être vraiment intéressant. Mais ouais, complètement. Je pense que c'est vraiment, ça a été déterminant. À eux de le dire, hein, je la laisserai dire en interview, mais je pense que ça a été déterminant avec eux pour leur performance et pour leur victoire hier. Écoute, moi, il y a un élément qui répond à cette question, c'est que hier on t'a vu sur la ligne d'arrivée, ils t'ont amené pour prendre une photo avec eux tous les deux. Je pense que ça veut tout dire. En fait, il y a eu leur coach, il y a eu toi.
Ça veut dire que les artisans de cette performance, au-delà de l'athlète et de ce qu'il faut le faire après derrière, ils l'ont compté à ce niveau-là, quoi. Donc c'est un combo coach Joseph pour réussir à arriver à cette perf. Hein. Donc bravo. Enfin, on va prendre le temps de le dire, hein, parce que c'est important de profiter des petites des grosses victoires. Et ouais, du coup, il y a un mot que t'as dit sur lequel on va revenir parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'est. T'as parlé de digital twin. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, ok, digital twin, de quoi on parle? Ouais. C'est bien de rentrer dans le technique parce que si on parle trop de victoire, on va tomber dans les émotions. J'ai vu. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu un truc qu'on essaye de pousser. C'est une techno que moi j'ai développée qui était pas mal utilisée en médecine avant, justement, en fait, pour modéliser quelque chose. Donc ça peut être justement un patient ou un athlète. Et en fait, moi je vais récupérer une 50aine de paramètres sur toutes les composantes en fait de sa physiologie. Donc ça va être poids, sexe, âge, taille, raideur, tendineuse, sweat test, salinité de la transpiration par exemple, tous les seuils, toutes les données justement de fréquence cardiaque, des réponses à des stimuli particuliers, etc. Et grâce à ça, je vais pouvoir créer en fait un digital twin, donc un clone numérique de mon athlète pour justement en fait lui mettre des stimuli spécifiques et voir comment est-ce que tous les autres paramètres qui sont imbriqués réagissent. Du coup, par exemple, on a notre athlète, on lui dit si j'enlève 1 kilo à la variable poids, comment est-ce que ça détermine justement sa puissance, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. En fait, sur un athlète de haut niveau, on peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'il y a un risque énorme de blessure. On est toujours sur la corde raide, tu vois. Et du coup, mon but, c'est justement d'avoir ce genre de choses qui soient le plus précis possible pour justement tester des stratégies nutritionnelles, pour tester des techniques d'entraînement, pour tester un stage en altitude. Pas mal de trucs vraiment intéressants, en fait, qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de finesse sur ça. Et c'est la technologie que j'ai utilisée pour les pacings de Roof et de Tom, où en fait, j'ai envoyé plein de jumeaux numériques sur l'UTMB avec des allures différentes pour voir, en fait, comment réagissait le Tom Evans au bout de 1 km à 3,28. Est-ce que 50 km plus tard, comment est-ce que justement ce kilomètre en 3,28 allait justement changer sa transpiration au kilomètre 51 par exemple. Et du coup, c'est vraiment intéressant. En fait, j'en ai fait partir des milliers et des milliers. Je crois qu'on est un tout petit moment de 10 000. Où en fait, justement, ils avaient tous des temps de passage différents et en fait je regardais justement le résultat final et lequel arrivait en premier en fait à Chamonix. Du coup c'est comme ça que moi j'ai défini mon pacing, c'est en fait d'envoyer ces espèces d'armées de clones numériques qui fonctionnaient de manière différente et justement qui étaient capables en fait de faire la meilleure course en passant pas au-dessus des bornes inférieures, enfin en dessous des bornes inférieures et au-dessus des bornes supérieures des différents paramètres que moi j'avais précisément donnés. Du coup, c'est Tom 857 qui a gagné hier. Non, c'est 1283. Ouais. Voilà, vous avez vraiment le nombre. Non, on a vraiment. C'est marrant. Du coup, là, je lui envoie un message en mode, du coup, cette nuit j'ai fait tourner les Digital Twins et il me dit d'ailleurs, du coup c'est lequel qui a gagné, en mode il voulait savoir quelle stratégie j'imagine. Et moi je lui dis c'est le 1283. Et là, il me fait le smile. Tu te fous de ma gueule, là. C'était assez drôle. Mais du coup, on se vanne un peu là-dessus et c'est assez drôle, ouais. Mais du coup, au final, on parlait de F1 vite fait tout à l'heure, mais c'est le même principe, hein. C'est tu fais tourner des modèles, tu dis, ok, c'est ça qui marche le mieux. Mais après, cool, mais à quel point ça corrèle vraiment et comment t'es arrivé à ce modèle qui fonctionne? Parce que ça paraît bien comme ça, j'ai 50 paramètres, je les rentre, je fais tourner un truc et hop, c'est bon, si on creuse un peu, en fait, déjà, ça t'a pris combien de temps d'arriver à ça et combien de tests, d'essais, erreurs pour ajuster les curseurs et même à quel point tu penses qu'aujourd'hui tu peux encore aller plus loin et optimiser tous ces aspects? Ouais. C'est beaucoup de questions, désolé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Effectivement, de très bonnes questions. C'est quelque chose que j'ai mis du temps vraiment à sortir. Au début, c'était vraiment des choses très data science en termes analytiques, où en fait, je prenais juste 1, 2, 3 paramètres sur ce jumeau numérique, et en fait, j'allais juste optimiser avec les 3 paramètres, donc les 3 paramètres de l'endurance que toi tu maîtrises super bien. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais essayer d'aller rajouter des paramètres supplémentaires au fur et à mesure. Et du coup, ce qu'on va faire, c'était de rajouter en fait la durabilité, après on va rajouter la casse musculaire, et en fait au fur et à mesure j'ai rajouté un 6e, 7e, 8e jusqu'à arriver en fait à 50. Et quand tu poses la question à quel point c'est fiable,
honnêtement, il y a 3 ans, c'était pas super précis parce que ça venait de se lancer. Et là, on réussit à avoir beaucoup plus de fine tuning. Et moi, j'ai vraiment un travail, un schéma en fait, de travail en 3 parties. Où d'abord, je vais regarder comment est-ce qu'un être humain fonctionne. Donc, en regardant la littérature scientifique, en regardant comment est-ce que la température impacte, par exemple, la performance. Donc ça, c'est des études qui sont faites. Celle de Fleuris qui est vraiment intéressante. Ensuite, je viens le personnaliser avec toutes les données de l'athlète. Donc c'est les 10 ans de données de l'athlète. Plus on en a, mieux c'est. Et pour info, là, je travaille avec Quentin Fillon-Maillet. Il m'a envoyé ces données depuis 2005 pour vous dire à quel point en fait c'est juste ouf d'avoir des données comme ça. Je sais plus dans quel podcast il en parlait, sûrement extraterrien, mais il parlait de son carnet d'entraînement qui était hyper précis. Toi, quand t'entends ça, t'es en mode une pépite, c'est par là qu'il faut aller. Exactement. Ouais. Et donc franchement, il a été super. C'est incroyable de bosser avec des gens comme ça. Donc on vient personnaliser avec toutes les datas d'entraînement. Donc ça c'est vraiment très cool et c'est là qu'en fait on remarque que les athlètes de haut niveau, c'est des exceptions en fait. Enfin, c'est vraiment par rapport au modèle classique, ils sont vraiment tous shiftés parce que en fait c'est ça aussi qui fait leur force et qui fait que ce soit des extraterrestres. Et après en fait je viens fine-tuner du coup avec des données beaucoup plus précises. On voit que sur Strava, Coros, Garmin, la température elle est précise à 1 degré ou 2 degrés, tu vois, et ça c'est beaucoup trop. Et du coup je peux les en mettre justement dans des salles à 17 degrés, 17.1, 17.2, 17.3 où en fait leur demander de faire des séances spécifiques. Et avec Scott, c'est vraiment top parce que il y a des séances qui sont hyper normées. On a un cycle justement, un circuit en fait d'entraînement où à chaque fois c'est sur tapis avec le même degré de pente, avec la même humidité, température dans la pièce. Ça c'est vraiment des choses qui sont hyper cool. Et donc moi j'utilise vraiment ça pour aller vraiment le fine-tune et voir exactement comment réagit le corps par rapport à ça. Tu vas faire des jaloux parce que quand on parle d'entraînement pour les amateurs, ils nous disent ouais mais exactement comment je dois faire. En fait tout ce que t'amènes là finalement, il y a énormément de questions que se posent les coureurs amateurs pour réussir à bien s'entraîner en trail. Où on a résumé ça à la sensation parce que c'est l'indicateur qui est le plus adapté aujourd'hui pour eux. Mais peut-être que demain au final, demain. Après-demain, on va dire, pour pas faire croire aux gens que demain il y a la même chose qui arrive, mais après-demain on va réussir à leur emmener au moins une partie de tout ça. Tout ça sera jamais possible parce que j'imagine que dans les 50 paramètres, il y en a certains que tu dois obtenir par des tests et des trucs qui sont pas adaptés à monsieur tout le monde. Mais admettons que tu as un modèle à 10 paramètres, déjà tu peux faire plein de choses pour un coureur amateur. Bien sûr, ouais. Et clairement, je pense que c'est vraiment ce que j'ai en tête. Moi, j'essaie vraiment de faire ce qu'on appelle trickle down theory, c'est vraiment cette théorie du ruissellement en fait, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait et réalisé. Comment est-ce qu'on peut le mettre à disposition du grand public? Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient pas mal à cœur et que j'essaie de pousser beaucoup avec Enduro en fait, de réussir à transmettre des plans de pacing qui soient grand public, qu'on a sorti cette semaine. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de regarder ça. Donc ils sont la même interface que justement Tom et Roof, mais un tout petit peu plus simple parce qu'on n'a pas autant de données justement d'entrée, de réussir justement en fait à vulgariser toute cette approche scientifique. Mais c'est exactement ce que tu fais justement 100% avec Campus, c'est comment est-ce que tu mets à disposition des gens un coach et c'est fondamental pour ça. Ou je pense aussi avec NutriPure avec qui on travaille beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut aider les gens à mieux comprendre en fait leur corps, leur nutrition à l'effort, mais pas que. Il y a aussi tous les compléments justement alimentaires que tu peux prendre pour justement être le meilleur athlète et être le plus performant possible. C'est justement grâce à des marques comme ça en fait qu'on peut se permettre de le faire ruisseler au grand public et que ce soit vraiment utile pour tout le monde. Clairement, quand j'ai pensé à la bifurcation amateur, j'ai directement pensé, parce que les gens le savent peut-être pas, je pense pas qu'on l'ait mentionné au début, mais tu travailles un peu avec Campus justement pour nous aider à aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je disais après-demain, pour pas que les gens commencent à se dire oh là là, ça arrive demain. Non, calmez-vous, on travaille sur des choses, on va optimiser au fur et à mesure les paramètres qu'on peut avec ce qu'on a comme information, mais déjà que avec les athlètes de haut niveau, t'as du travail pour pas mal d'années, mais je pense que si tu veux aller sur tout le spectre de l'athlète amateur qui pour le coup a pas tous les curseurs dans le même sens, que on va pas dire que tous les athlètes de haut niveau se ressemblent, c'est faux, mais si on regarde, ils doivent avoir quand même pas mal de similarités. Ou ce que je veux dire, c'est que si tu prends les athlètes amateurs, ils vont peut-être avoir un curseur qui est là, l'autre qui est là, et inversement. Et en fait, c'est un champ des possibles qui est encore plus grand que ce que tu peux avoir
chez les athlètes de haut niveau. Je dis peut-être une grosse connerie en disant ça. Ouais, je pense que pour les athlètes de haut niveau, bon, ils ont eu beaucoup de chance en fait sur plein de points, mais en fait il y a vraiment des profils qui sont très différents en termes justement de consommation, en termes d'économie, etc. Et du coup oui, tous les curseurs sont poussés très très haut, mais en fait il y en a qui sont poussés extrêmement haut et d'autres qui sont juste à un niveau exceptionnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a vraiment ils sont très différents en fonction des athlètes. Ça peut être justement de l'économie, ça peut être de la durabilité. Enfin, et c'est là, je pense que on comprend pas assez bien tous les mécanismes qui se passent justement à l'intérieur du corps, parce qu'en fait, il y en a un qui va potentiellement être allergique à tel résidu de telle réaction, et en fait, ça va lui bloquer sa performance, et du coup, lui, il en produit pas. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce genre de micro détails qui vont faire que c'est un très très bon athlète, mais qu'on n'a pas encore défini aujourd'hui, et que moi j'essaie de pousser pour essayer de comprendre, quoi. Mais d'un côté, ce qu'on peut dire, c'est que là, toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme même si c'est appliqué, c'est un travail de recherche où, justement, tu vas chercher les corrélations entre tous les éléments, et après, on pourra avoir des trucs plus clairs sur les amateurs. Idéalement, il faudrait qu'il n'y ait pas que toi qui fasses ça pour que il y ait plus de données et que ça puisse avancer, parce que c'est bien, tu peux faire plein de choses, mais il faut beaucoup de données, beaucoup de gens qui analysent tout ça pour découvrir des choses qui vont être pertinentes pour les amateurs. Mais l'évolution, elle est toujours comme ça. C'est comme la recherche. Si on prend les fusées, on a l'impression que ça a aucun intérêt. Mais après, il y a plein de choses qui vont dans nos voitures ou dans plein de choses du quotidien aujourd'hui. Donc, on a besoin de cette partie recherche pour être capable après de dire pour toi amateur, on sait ce qu'on peut faire. Et je trouve ça passionnant, parce que justement le fait d'individualiser l'entraînement des amateurs, c'est mon combat en fait. Et on a besoin de toi grosso modo pour pouvoir aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais clairement, et moi je sais pas à quel point on peut en parler ou si c'est encore confidentiel, mais c'est vrai que la collaboration qui a commencé avec Anthony est vraiment hyper intéressante pour aller plus loin. C'est exactement ce que tu fais avec Campus, d'avoir récupéré justement beaucoup de données. D'ailleurs, un petit clin d'œil à tous les utilisateurs de Campus, n'hésitez pas à mettre vos sorties, à download vos sorties sur l'application, parce qu'on a besoin de données de très bonne qualité. Mais c'est ce qu'on fait aussi un peu avec Enduro. Je sais pas si tu dois voir l'Enduro Report. C'est en fait, on a besoin de énormément de données, mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup de données de très bonne qualité. Et du coup, en fait, on essaye justement de récupérer ce genre de choses. Donc pour ceux qui sont intéressés, en fait, on met à disposition un espèce de petit calculateur qui va te calculer à chaque sortie Strava. Donc vous pouvez aller voir sur le site ou quoi, mais à chaque sortie Strava, à quel point le vent t'a coûté justement du temps, à quel point la température justement t'a coûté du temps, et du coup on met la température de 23 degrés t'a compté 0,20 secondes au kilomètre, et après on fait un compte classique en mode si t'étais en condition parfaite, donc c'est sea level 13 ou 11 degrés, pas de vent, etc., et terrain complètement plat, dans ce cas t'aurais fait tel temps à ta course. Du coup, c'est un moyen en fait de normaliser, et moi j'adore cette notion de normaliser, parce que j'ai un esprit hyper analytique où j'essaie de comparer. Moi, quand je suis arrivé dans le sport, j'étais en mode mais qui est le meilleur entre un triathlète, un athlète? Comment est-ce qu'on peut comparer et mettre sur la même échelle? C'est vraiment et ça c'est exactement ce qu'on fait avec ce report là. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, on peut récupérer les données pour les stocker et ensuite faire de l'analyse dessus. Donc ça va être un passage obligé si on veut faire quelque chose de très précis, c'est d'avoir et je me bats avec Emma là-dessus, c'est vraiment d'avoir des données de très très bonne qualité, et surtout d'avoir des fichiers fit qui sortent de la montre, où là on a vraiment un gros un terrain d'expression en fait. Donc voilà. Vous n'en saurez pas plus pour aujourd'hui. La discussion sur ce sujet s'arrête là. Non, mais c'est hyper intéressant, et moi ça m'a fait repenser au fait que en fait en 2023 on a failli travailler là-dessus pour mon marathon de Valence, il me semble. Enfin, je pense que c'était celui-là. Oui. Et au final, la réalité de ma vie a fait que j'ai pas le temps, l'énergie à dédier à tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce modèle. Mais moi, je suis passionné par ça, et du coup, si je ne travaillais pas, c'est sûr que je serais à regarder mes dates à moi-même, et à faire tout ça, parce que je trouve ça hyper intéressant. Si on revient sur je reviens là sur ce marathon, effectivement, je me souviens très bien de ton message, et honnêtement, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que la data, c'est vraiment important dès qu'il y a du grabuge un peu, genre dès qu'il y a du vent, du dénivelé, etc. En vrai, un marathon de Valence, il y en a pas.
tu vois, c'est tout énorme. là, il fait relativement frais, t'as jamais de grosses conditions de vent à cause de la météo là-bas, et du coup en soi, je pense qu'on aura quand même moins d'impact là-dessus. Et j'ai reçu un message de Maxime Lopez, je sais pas si on le salue s'il écoute le podcast, justement qui me demandait, Joseph, je trouve ça hyper intéressant, comment est-ce que tu pourrais m'aider sur un marathon de Valence? Et moi en fait j'ai juste répondu, en vrai sur du pacing pur, je vais pas être le mec le plus important du monde, etc. Si tu veux qu'on travaille sur, si tu me mets au trail ou quoi, ou même potentiellement sur la prépa avant, bon, lui, il connaît quand même 1000 fois plus que moi, je pense, sur plein de points et sur notamment la connaissance de son corps, mais juste de se dire que la data, ça marche, mais que quand il y a des choses que l'athlète un peu a du mal à appréhender. Et en vrai, un marathon de Valence, c'est très, très normé, quoi. C'est aussi pour ça qu'on va là-bas, que c'est exactement, ouais. J'appelle ça l'autoroute en fait, ce genre de marathon. T'y vas parce que tu sais que ça va représenter pas à 100% mais quasiment à 100% ce que t'as fait à l'entraînement si tu respectes ta stratégie de course. Et enfin c'est un étalon en fait, ce genre de course. Après par contre si tu vas ailleurs, tu redescends forcément et c'est plus compliqué d'avoir. Mais bon, bref. Et sur l'Enduro Report, normalement le but c'est d'avoir 0 partout parce que c'est les conditions les plus parfaites. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est pour ça que c'est devenu en quelques années un marathon hyper dense avec. C'est fou, ouais. Ils sont vraiment forts. Ou je ne me rappelle plus exactement, mais je sais. En tout cas, je me rappelle que mon chrono d'engagement de 2,37 à l'époque, t'étais 1700 centimes ou quelque chose comme ça sur la liste. Et je suis sûr que c'est encore pire aujourd'hui parce que d'année en année, ça. 1700, c'est dingue, c'est fou. Ben, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que ça permet aussi de dire aux gens que un bon chrono sur un truc, en fait, oui, sur une course par-ci par-là, tu peux te dire, je suis bien classé, cool, mais à l'échelle de l'ensemble des courses qu'il y a, aller sur des événements comme ça, tu dis, regardez, en fait, là, il y a pas de secret, c'est très bien, mais il y a énormément de gens qui font mieux. Et en fait, je trouve ça, au contraire, hyper motivant de voir, en fait, la réalité des choses et de se dire, ok, cool, en fait, il y a tous ces gens-là qui ont le même niveau de passion pour le truc et même n'importe quelle course en général, quand tu vois les gens sur une ligne de départ, tu ressens ce côté, c'est pour ça que je suis venu, et il y a le stress, il y a un mélange de tout ça, mais qui en fait est une ambiance très spéciale. C'est facile de le dire en ayant vécu ça quasiment tous les jours de la semaine sur l'UTMB, vécu le lundi et vu les autres jours de la semaine, tu vois vraiment le côté, tu comprends pourquoi le sport est au cœur de la vie des gens, parce que ceux qui n'en font pas ne le comprennent pas encore. Je dis encore parce que je pense tout le monde va y venir, mais c'est pas descriptible, c'est juste t'as vraiment l'impression de vivre dans ces moments-là en fait, et vivre au sens premier du terme, ce que t'as pas forcément dans plein d'autres aspects de la vie. Donc là pareil, alors je bifurque totalement, mais quand t'es dans une course et en particulier en trail, je pense avec Eléa qu'on en parlait tout à l'heure, t'as des up and down, et en fait sur le moment t'es en mode, quand t'es en bas t'es en mode mais qu'est-ce que je fais là, je vois pas pourquoi je fais ça, enfin t'es dans un et en fait a posteriori de la course tu te dis ouais c'était super dur, oui mais c'est pour ça que je suis venu aussi, en fait c'est pour se confronter à ce genre de moments, parce que c'est là où tu sens vraiment que tu vis, que tu agis sur ton corps, que c'est toi qui décides, que tu décides d'accélérer, de ralentir, d'abandonner, sauf chute, enfin sauf vrai problème, mais en fait c'est beaucoup de choses se passent là, et et tu te rends compte que tu as de l'impact sur ta pratique, mais ta vie aussi en général, quoi. 100%, ouais. Je suis 100% d'accord avec toi, je suis un grand défenseur du sport, enfin, c'est fondamental pour tout ce que ça peut nous apporter, c'est un énorme exemple, ouais. Bref, désolé pour le monologue. Non, c'est hyper intéressant. Et je le partage, donc t'as dit tout ce que je pensais de ça. Je reviens sur les amateurs, du coup, où les points de données qu'on a et qu'on véhicule, en fait, sont pas, en fait, c'est allure principalement. Pour nous, en tout cas, c'est notre, pas en trail, mais si on prend en route, l'allure est le plus normé parce que c'est celui qu'on peut le plus gérer. Après, on va avoir la fréquence cardiaque, on rajoute les sensations souvent pour essayer avec ces trois-là, t'as quand même déjà quelque chose d'assez fort pour un coureur amateur. Est-ce que tu penses qu'il y a des données aujourd'hui qu'on a et qu'on n'utilise pas, ou qu'on pourrait en fait aller creuser un peu plus en tant qu'amateur, sans pour autant tomber dans quelque chose qui n'est pas qui devient hyper complexe? Des données supplémentaires,
il faut pas justement avoir trop de capteurs, etc., parce que ça devient insupportable. Et surtout, je trouve que souvent, moi, le travail, j'appelle ça le cimetière de data. Parce qu'en fait, t'as des données hyper intéressantes et vraiment assez poussées, justement, rien qu'une sortie, tu peux avoir, toute la vitesse, tu peux avoir la fréquence cardiaque est de bonne qualité, c'est une ceinture. Tu peux avoir même certaines données de pied qui sont vraiment intéressantes, et même avec les points GPX, tu peux avoir exactement la température qu'ils faisaient sur le parcours, même potentiellement aussi de revenir sur la technicité du terrain. Donc en soi, rien qu'avec ça, rien qu'avec une montre, et rien qu'avec une ceinture de fréquence cardiaque, tu peux faire beaucoup de choses. Donc honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas trop de peur qu'on va avoir du mal justement à partir sur quelque chose, des modèles qui soient vraiment efficaces pour les athlètes, parce que rien qu'à partir de ça, on peut avoir une compréhension quand même assez fine de ce qui se passe. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on a plein de data, mais que, alors oui, ça fait des beaux graphes, c'est cool, mais en fait, ta sortie Strava, elle te dit rien, elle te dit voilà ce que t'as fait. Si tu sais pas le lire, tant pis pour toi en fait. Et souvent, tu ne sais pas le lire, et ce que ta montre peut te dire directement est quand même souvent un peu simpliste, voire faux quand tu te connais et que si tu écoutes ce qui t'est dit de manière brute, souvent tu vas pas t'entraîner, ou alors tu prends peur de mal faire. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui parce que déjà trop de data tue la data quand tu sais pas comment faire, et en fait on a mis des surcouches dans tous les sens d'analyse qui en fait vont perdre les gens plus qu'autre chose, quoi. Ouais, complètement. Ça, je suis d'accord avec toi que les graphes, il faut pas les regarder tels quels. Et je pense qu'il y a toute une étape de débiaisage qui a pas été fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, regarder ta fréquence cardiaque sur une sortie à 23 ou 27 degrés, en fait, ça va pas du tout être la même chose. Et du coup, ce serait cool que ce soit mis dans les algorithmes. Je sais pas pourquoi c'est pas encore mis justement dans ces algos-là, mais justement de réussir à fine-tuner un peu et en fait à débiaiser tous ces trucs. Même en fait, une sortie qui a été faite après une semaine d'entraînement ou après une semaine de tapering, du coup c'est pas la même chose, et tu dois pas du tout comparer ces sorties. Je me souviens, Tom fait un test VO2, etc., à Lovborov, et du coup il y a son nutritionniste qui dit mais c'est trop bien, en fait c'était un test à 0 et un test à 1500 si je dis pas de bêtises, et du coup il dit mais c'est trop bien, ta VO2 a pas du tout été impacté, enfin vraiment. Du coup il nous dit ça, je regarde un peu les données, en fait il y avait un test qui était fait à 17 et l'autre à 24 degrés. Et je dis oui, c'est hyper grave justement de pas faire gaffe à ça. Il faut vraiment justement régler un peu ces micro détails. Et encore, this detail, c'est un not details, tu vois. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Et après, quand t'es amateur, c'est bien de regarder les données, mais justement, faut pas avoir l'esprit trop pollué pour ça. T'as déjà 1000 trucs à améliorer dans ta vie. Ton alimentation, ton sommeil, faire des bonnes séances, s'inscrire sur Campus Coach, tu vois ce que je veux dire. Enfin, genre déjà, si tu mets ces micros, c'est des choses qui sont faciles à faire, tu vois, mais déjà respecter certaines choses, après tu gères ça, tu rends compte que t'arrives un peu à un plateau, et là tu dis ok, je vais commencer à gérer la nutrition, ok, là j'arrive à performer, je vais mettre en place le pacing, et après au fur et à mesure, quand t'as un super niveau, tu peux mettre des briques au fur et à mesure à ce niveau-là. Non, mais t'as raison de rappeler la base justement, c'est que alors le 80-20 c'est quelque chose le 80% du travail, il se fait avec les trucs que tout le monde connaît. Même si tout le monde a envie d'avoir les petits secrets, les petits raccourcis, la vérité c'est que oui, ça existe, les gains marginaux de faire plein de petits trucs, mais c'est plein de petits trucs qui vont avoir un petit effet. Et quand t'es athlète de haut niveau, oui, là ça c'est pertinent parce que ton but c'est le moindre détail peut être victoire ou deuxième place. Mais quand t'es amateur, en fait, dans tous les cas, si t'as pas optimiser la base qui est tout ce que tu as cité, ton entraînement, sommeil, nutrition, on peut déjà s'arrêter là, et en fait ça sert à rien de regarder le reste, en fait c'est contre-productif. Et même si on parle de récup, la récup c'est pareil, il peut y avoir plein d'outils, tu peux faire plein de choses qui vont aider, mais si t'as mal dormi, dans tous les cas c'est paumé. Ouais, complètement, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui font un peu cette erreur-là, quand tu vois la ligne de départ de l'UTMB, mais je pense que tu dois avoir 2000 € de matos sur chaque personne, les bâtons, les trucs, les machins, etc. Enfin, c'est un truc de malade mental. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont oublié de prendre 1 heure de plus de sommeil. Enfin, c'est des choses comme ça qui leur rapportaient beaucoup plus que leur bâton à 150 €. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'essaie aussi de transmettre, c'est juste construisez bien vos bases, et après ensuite, si vous êtes intéressé et si vous voyez que ça peut apporter votre performance, là pour le coup, on peut apporter des choses un peu supplémentaires.
Je dirais bien que les cordonniers sont les moins bien chaussés parce que on parle de sommeil. Là, on est lendemain du TMB. Je pense pas que t'aies dormi beaucoup la veille. Moi non plus. Ah ouais. Est-ce qu'on est performant sur ce podcast? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, le sommeil, on tient un peu sur l'adrénaline et le pack de Red Bull qu'on a pris dans la voiture hier soir. Ouais. Exactement. Avant-hier soir. Mais bon, c'est pareil. Enfin, d'un côté, c'est bien aussi de se dire qu'il faut pas être, surtout pour les amateurs, faut pas se mettre une pression là-dessus non plus. Ouais, en fait, ça. Oui, on va essayer de faire au mieux. Mais justement, là, j'ai pas dit optimiser, j'ai dit faire au mieux parce qu'en fait, le contexte d'un amateur est pas celui d'un pro qui lui c'est son métier de faire ça et de tout optimiser, alors que en tant qu'amateur c'est un loisir. Je le rappelle souvent, mais c'est important de se le dire, c'est un loisir et du coup il faut pas non plus se mettre la pression de mais là j'ai mal dormi. Oui, j'ai du travail, j'ai été au resto, enfin tant que c'est pas une accumulation tous les jours de plein de trucs où là il faut faire attention à se dire je peux pas atteindre des objectifs. En fait, c'est une notion de jauger qu'est-ce que je peux faire avec les ressources que j'ai. Tristan en parle souvent et je pense que souvent les gens se mettent trop de pression, veulent trop analyser les choses, essayer d'optimiser alors qu'en fait c'est pas pour eux en fait. Mais comme tout est sur la montre, qu'on te donne les trucs, qu'on t'a des notifications pour te dire non productif et que après t'es en mode j'ai envie de comprendre pourquoi moi ça me dit non productif et c'est là où on part un peu dans le côté pervers en fait de la data qui est pas qui devrait être accessible uniquement si tu dis oui j'ai suivi un petit cours pour comprendre un mini cours mais pour comprendre ce qu'il y a derrière. Ça. Ouais, en termes d'éducation, c'est vrai que ce serait cool. Et je pense que tu dis que c'est pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a même quand même des amateurs pour qui ça peut être intéressant un peu cette optimisation. Moi, je pense surtout à des profils qui de grands patrons par exemple qui travaillent 90 heures par semaine, qui même se battre pour aller gagner l'UTMB pour Tom ou se battre pour aller même faire une barrière horaire. Je trouve qu'il y a cette même logique d'optimisation en fait. On doit gérer avec la famille de cette personne, son boulot, potentiellement d'autres contraintes professionnelles à côté, et on doit réussir à caler des séances d'entraînement et on doit réussir à bien gérer la charge pour justement qu'il passe ces barrières horaires sur l'UTMB. Ça, c'est quasiment aussi intéressant et fascinant pour moi parce que il y a vraiment cette notion d'optimisation et moi je suis je l'ai dit au début du podcast mais je suis vraiment fasciné par compréhension, l'optimisation et ça c'est pour moi, c'est aussi intéressant d'aller et j'ai autant d'émotions justement à voir que il passe les cut-off time à chaque fois. Et donc ça peut être utile, mais il faut déjà mettre les choses bien avant et après on peut s'amuser effectivement à faire des choses marrantes, même pour des gens qui font pas 19h18 par exemple, au hasard. Au hasard, on voit pas de qui tu parles. D'ailleurs, j'ai deux choses sur lesquelles je voulais rebondir, mais je trouve ça quand même assez fou en fait la différence qu'il y a entre les athlètes élites et des très bons amateurs, parce que je te disais qu'à 3h du matin j'étais sur la ligne d'arrivée, donc ça fait 33 heures à peu près pour mon pote qui a un niveau très correct. Si on prend pour que ça parle à tout le monde, je sais qu'à une époque il a dû faire 1h15 sur un semi-marathon, ce qui est très bien pour un amateur, mais tu vois que ça met 14 heures de plus alors qu'il s'est entraîné. Bon, évidemment, je pense que dans ce genre de distance, plus t'as de temps, plus t'as de capacité à t'entraîner, plus le travail paye. Mais quand même, en trail, en fait, tu vois une différence qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut voir sur quelque chose de plus normé sur la route. Je trouve ça assez dingue à quel point, à la vitesse à laquelle courent les athlètes élites, en fait. Ouais. Après, je pense que le temps au semi, c'est un bon indicateur de la force sur plat, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est incapable de faire une 15 au semi, qui peut finir l'UTMB en 24 heures, honnêtement. Parce que justement, c'est d'autres paramètres, c'est aussi une forme de durabilité aussi justement dans l'effort. Donc honnêtement, je pense que c'est un bon indicateur, mais par exemple, on voit les temps sur marathon des différents athlètes. Tu vois Mathieu qui fait 2,22, si je dis pas de bêtises. Il y a qui d'autre? Il y a Tom Rouf qui fait un 2,35 et au contraire t'as un Duncan qui fait un 2,12, tu vois. Et honnêtement, un Mathieu, je pense, sera plus fort qu'un Duncan parce que on peut savoir parce qu'il a pas fini son UTMB, mais je pense que il a quand même cette connaissance du trail, cette répétition des efforts, ce physique qui est fait pour, etc. Donc, et même cette connaissance aussi du froid, tu vois, c'est ce qui avait un peu coûté son UTMB à Duncan. Mais honnêtement, je pense que c'est des bons indicateurs, mais il y a tellement d'autres paramètres, c'est pas du tout représentatif, en fait, ou corrélé à la performance qu'on peut avoir sur un UTMB, actuellement.
Bref, encore plein d'inconnus et plein de voies à observer, à analyser pour toi. Donc, mais je reviens sur ma deuxième remarque sur ce que tu disais en fait pour les amateurs. J'ai donné des éléments qui sont importants à prendre en compte. Celui qui serait même encore au-dessus à prendre en compte, mais qui est hyper complexe, c'est le contexte en fait. C'est ça que tu mentionnais, mais le contexte de la personne, bien sûr, en fait, est encore plus important que qu'est-ce que tu donnes à l'entraînement, sommeil, nutrition, parce que tu peux avoir tout qui est bien, tu peux dire, le bon entraînement, ça dort correctement, ça mange correctement, et pour autant ça marche pas. Ouais. Et il y a plein d'aspects du contexte. Tu l'as dit, ça peut être pro, ça peut être familial, ça peut être quelque chose qui est arrivé qui te triture le cerveau, mais qu'en fait a un impact sur tout derrière. Et ça, c'est des infos que t'as pas en fait et qui du coup sont. Je pense un jour on arrivera à intégrer des moyens d'avoir un petit peu accès à tout justement en demandant un peu comment ça va et en creusant sur certaines questions. Mais c'est assez frustrant, je pense aussi de ce côté-là, de se dire je comprends pas, tout est censé marcher. Ouais. Ah oui, mais il y a cette info que j'ai pas qui fait que non, ça ne peut pas en fait dans ce cadre-là quoi. Et d'où l'importance d'avoir une vision hyper holistique de la performance, ça c'est fondamental en fait. C'est une personne mais dans un écosystème tellement complexe, si tu vas pas prendre justement sa vie de famille ou quoi, c'est fou. Et moi typiquement on m'a posé la question hier, c'est quelles données tu regardes en premier quand tu vois une sortie de Tom ou de Roof. Moi je dis c'est d'abord le commentaire, c'est d'abord le RPE, voir si elle est bien, voir si et je leur ai dit mais mettez n'importe quoi dessus, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de contexte. Si votre chien est mort aujourd'hui, au moins je le saurais, ça me permettrait de débiaiser du coup la sortie, parce que une sortie où ton chien vient de mourir et une sortie normale, ça va pas être la même chose en termes de ressenti, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ton corps. Donc ça c'est fondamental, c'est d'abord en fait le ressenti, l'écosystème, comment est-ce qu'on se sent. Et je pense que c'est un truc sur lequel je pense que les applis de coaching vont faire un bond en avant énorme. C'est justement de réussir à avoir peut-être avec les LM, tu vois, mais de mettre juste un mini commentaire, de réussir à estimer un peu le niveau de compréhension de la personne, comment est-ce que se sent, etc. Et pour mieux aller, je pense que pourquoi Tom a gagné cette course, une des raisons, c'était peut-être Phoebe, tu vois. Il est rayonnant, mais depuis qu'elle est née, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux, pas gâteau, mais extrêmement c'est ouf, il transpire justement de la joie. Ça s'est un peu vu dans ses interviews, et à la maison c'est la même chose. Il est amoureux de sa petite fille, et je pense que c'est ça qui l'a mis dans un super bon mood. Il avait sur sa casquette brodé Soph and Phoebe, et honnêtement je pense que c'est ça qui lui a donné tellement de force mentale pour aller au bout et pour être réglo dans son plan, et c'est fort en vrai. C'est marrant parce que là du coup t'as un côté qui normalement devrait affecter sa performance, parce que tu dis il va être plus fatigué parce que avoir un enfant à la maison en bas âge, ça génère de la fatigue, mais à la fin ça a un impact positif parce que bien sûr, ce qui se passe dans le cerveau amène juste, va contrecarrer ça et va l'amener dans un état où il est sur un petit nuage en fait. Donc c'est aussi fou de se dire que c'est un paramètre en réalité. Niveau de bonheur peut totalement compenser des choses qui sont censées être primordiales. Ouais, c'est ça. Et Scott était hyper, donc son coach était hyper stressé, et du coup il m'appelait, il me disait mais Joseph, attends, en vrai là je le sens vraiment pas, ça se trouve on doit te décaler d'un an l'UTMB parce que il va être trop fatigué. Il était vraiment comme ça. Je pense que lui avait une expérience de père, à mon contraire, donc c'est pour ça peut-être qu'il était plus stressé pour ça. Mais et en fait il dit mais peut-être que ça va mal se passer. Là je suis hyper afraid. Désolé, j'ai pas beaucoup dormi. Inquiet. Ouais, je suis hyper inquiet en fait du peu de sommeil qu'il a. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rester sur l'UTMB, tu vois? Et en fait, justement, c'est en discutant avec Tom, en voyant les séances qu'il était capable de passer, qu'on s'est dit, en fait, non, il a l'air de bien fonctionner, donc c'est parti comme ça, et donc ça a un peu rassuré Scott à ce niveau-là, ouais. Du coup, on parlait de contexte. Ça en fait partie, en fait, ça fait partie de son contexte. Ce que je voulais juste ajouter pour les amateurs, c'est pas parce qu'on le modélise pas qu'il y a pas justement un ordinateur. En fait, c'est vous l'ordinateur, et vous l'avez le contexte. Donc en fait, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est de se dire je me demande en fait comment ça va globalement, et j'ai pas besoin de le rentrer forcément dans une application ou de le dire à un coach pour me dire là je sais qu'il y a ça qui va pas, donc
bah en fait j'adapte moi-même et je suis un peu bienveillant là-dessus pour me dire il y a une vraie raison en fait qui fait que ça doit pas aller, donc je me dis pas l'entraînement il est pas bien passé et je me rajoute une couche. Enfin, souvent ça dépend des profils, mais beaucoup ont tendance à se dire le plan m'avait dit ça aurait dû se passer comme ça. Ouais, mais le plan il connaît pas le contexte, il connaît pas ce qui a pu arriver, et en fait faut avoir ce côté prise de recul pour se dire dans les phases où ça va et où si tous les voyants sont au vert, ça va potentiellement se passer mieux que le plan parce que tant mieux. Mais dans les phases où ça va moins bien, il faut réussir à se dire c'est ok parce que j'ai pas pu mettre toutes les conditions pour que ça soit parfait, et c'est la vie en fait. Ouais. Et honnêtement, je suis d'accord avec toi, et je pense que souvent quand ça se passe mal, faut souvent en faire moins plutôt que trop, et ça c'est une énorme erreur que font beaucoup de monde et que tu dois pas mal retrouver. Mais typiquement, je reprends un exemple qui est hyper corrélé, c'est du coup on étudiait tous les temps de passage et j'avais des gars justement à la folie qui prenaient l'écart au ravito, notamment à la folie. Et du coup, Tom passe en 1:15, je crois, 1 minute 15, Ben passe en dessous en 1 minute 05, et Théo il arrive à fond la caisse et il met 46 secondes au ravito. Et honnêtement, je me suis dit, mais je suis sûr qu'il y a une corrélation entre le temps, une corrélation inverse entre le temps passé au ravito et la probabilité d'abandon, ou en tout cas de faire moins bien sur une course. En fait, il était vraiment à la bataille avec le podium. Devant, il se dit, mais il faut absolument que je cours plus vite et que je gagne du temps un peu partout. Parce que moi, on gagne pas du temps sur un ravito. Tu prends ton temps, tu manges bien, c'est tellement important de bien se ravitailler. Donc il y a vraiment un peu cette logique de se dire, quand ça va pas, au contraire, faut faire step back, parce que sinon, en fait, on va, c'est trop bête, c'est vraiment du temps perdu. C'est d'abord être intelligent et après on remet les choses bien en forme et on réussit à s'entraîner. Donc vraiment avoir cette logique de, quand ça se passe mal, c'est vraiment prendre du temps et après ça va dérouler, parce que sinon on va se mettre dans un état où en fait on va pas réussir à suivre ce qu'on s'était imposé, on va se rajouter de la charge supplémentaire et même de la pression mentale, quoi. C'est quand même dommage que ça soit souvent quand ça se passe mal qu'on prenne le plus de mauvaises décisions, parce qu'en fait on rentre dans une spirale négative où on veut continuer, mais en fait finalement on creuse son propre trou. Et que le moment où on arrive le mieux à prendre du recul, c'est quand tout va bien. Donc en fait c'est paradoxal, mais faut réussir à prendre du recul dans des moments où en fait qui sont le moins propices à ça. Et c'est là où on fait la diff en fait, si on y arrive. Je suis complètement d'accord avec toi, et honnêtement la course de Tom s'est passée à la perfection. Juste un tout petit peu sur le premier ravito au compta, mais après vraiment il était hyper lucide, concentré, etc. Et en gros il bosse avec un prep mental, et Tom m'avait dit, normalement, si pour savoir que je suis en forme, etc., bien, il faut que je te pose des questions sur comment va ta course, est-ce que t'as bien aimé ta pizza, etc. Et du coup, et là à Courmayeur il arrive, et toi ça se passe bien et tout. Et en fait c'est juste cette grandeur d'esprit, tu vois, de se dire, en fait, il y a aussi 5 mecs avec moi dans la voiture qui me suivent, et il faut que je prenne des nouvelles d'eux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, de se dire, je suis pas en fait que concentré en mode il faut que tout soit optimisé, faut aller vite, faut gagner chaque seconde du ride. Non, juste pose-toi, on a peut-être 2 minutes tranquilles entre nous, on peut discuter, et après tu repars au charbon et tu vas faire une super course. C'est bien de retenir en fait que tu peux justement avoir c'est aussi des petits mécanismes pour se dire comment je fais pour prendre du recul. Ça peut être à chaque séance de te mettre ce moment. Alors je donne un moyen que je le fais moins en ce moment, parce que je suis pas dans une année orientée perf. Mais magnifique perf sur la MCC, hein. Oh oui, il faut en parler, ça. Sur le tapis d'arrivée, tu veux dire? Ça, c'était pas mal, ouais. Créateur de contenu jusqu'au bout, on fait le spectacle. Non, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait rire parce que j'utilisais mon Strava, quand je suis dans un vrai entraînement, en mode journal de course, où je mets plein d'infos qui en fait sont pour moi, si j'y reviens plus tard, pour me dire c'était ça le contexte de cette séance. Et je l'ai toujours utilisé comme ça. Je suis sur Strava depuis 2012 ou quelque chose comme ça. Et ça a toujours été vraiment un journal pour noter. Et souvent, t'as des commentaires de gens, mais ah ouais, mais tu devrais faire ça, ou pourquoi tu mets... Non, c'est pour moi, les gars. En fait. C'est pas pour... j'ai pas besoin de commentaires là-dessus. Vous pouvez pas comprendre en fait forcément ce que je mets là, parce que c'est littéralement, j'ai posé mon cerveau. Et ça, j'encourage tout le monde à faire ça, parce 200%. que ce que tu te rappelles juste après une séance, déjà 2 heures après, t'en as oublié la moitié. Et si tu reviens 6 mois après en disant ah oui, j'ai fait cette séance-là, en fait, t'as une image qui est totalement fausse de la réalité. Donc le plus vite possible, t'essayes de poser des éléments qui te serviront peut-être jamais, mais si tu veux y revenir et comprendre ce qu'on devrait un peu tous faire, comprendre a posteriori comment s'est passée ma prépa, et pas avoir une vision fausse,
bah faut se donner les moyens. Et je pense que moi je le fais de manière un peu archaïque, et en fait si c'était un peu normé, ça serait encore plus intéressant de te poser toujours les mêmes questions et de te dire bah t'as quelque chose où tu sais que tu peux revenir d'une année sur l'autre et comparer. Quand tu mets des commentaires à l'arrache comme moi, des fois faut se dire attends, qu'est-ce que j'ai voulu dire en mettant ces mots-là. C'est pas forcément idéal, mais au moins l'intention est là. Ouais. Et je sais pas comment, mais pour moi il faut qu'on arrive à amener tout le monde à justement prendre du... enfin même 200, je fais que de le répéter. Et d'ailleurs dans ce travail, je sais pas si vous voyez, mais il y a les notes privées. Maintenant on peut mettre des notes privées sur sa sortie pour justement rajouter quelque chose dont les gens n'ont pas accès. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Je dis noter un maximum de trucs, parce que soit dans 3 ans ou 5 ans votre coach pourra revenir, ou vous pourrez revenir pour analyser ça. Et surtout moi je crois beaucoup au LLM. Donc c'est un des modèles de large de langage. Et en fait ils pourront justement se connecter directement à votre Strava, avoir ces données-là. Et en fait rien que ce petit paragraphe, c'est une donnée. C'est de la donnée qui est textuelle, mais ça reste une donnée qui pourrait être intéressant pour mettre une note de comment vous vous sentiez, peut-être un mood, parce qu'on réussit à savoir si un message est positif ou négatif à tant de pourcents. Bah justement, à quel point le pourcentage de positivité de votre message sur cette sortie-là, etc. Ou même d'avoir des informations sur le nombre de reps, sur, encore une fois, si votre chien est mort ou des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont fondamentaux, en fait, pour comprendre qu'il faut, peut-être enlever cette sortie de dataset parce qu'elle va être totalement, non représentative, en fait, de ce qu'on va faire. Donc ça, je le répète aussi. Donc si vous pouvez réussir à mettre plus d'informations pour aider en fait ce LLM qui est en fait un coach, comme un coach avec la même chose, mais beaucoup plus rapide, et ça pourrait être vraiment utile pour le futur. Je vais corriger un seul point. Oui. Là où il faut mettre le petit texte, c'est dans c'est dans la sortie campus. Parce que là, je sais qu'on va pouvoir le travailler. D'autopromo, quand même. Si c'est chez les autres, bon, peut-être qu'ils le feront un jour, mais... Mais je pense, en vrai, tu pourrais être en mesure de récupérer la note privée du Strava. Oui. Donc, voilà. Oui, mais bon. Chez Campus, c'est vrai que le but à terme, c'est que les gens aient leur historique chez Campus. Ouais. Et qu'on puisse, et qu'ils puissent y revenir aussi. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ouais, non, mais je pense que c'est 100% d'accord avec toi, ouais. C'est quelque chose qui est très négligé et qui, le contexte. Et même un jour de course, c'est pareil. Souvent, quand quelqu'un te dit j'ai réussi ou j'ai pas réussi, la première, et du coup, on te dit, comprendre, tu dis, mais là, comme ça, aucune idée. Enfin, je sais pas quelle question tu vas poser comme ça un peu en post-course pour faire un débrief et essayer de comprendre qu'est-ce qui a été, moins été, comment, en fait, parce que c'est bien, hier, t'as 2 victoires, ça veut pas dire que le travail est terminé. J'imagine que là, maintenant, tu rentres dans un travail on reprend ces infos-là et on continue de mouliner pour aller encore comprendre d'autres choses. Ah ouais, on n'a pas du tout fini le boulot. Il y a des milliards d'autres idées qui me sont venues pendant toute cette année et même maintenant où je me dis, mais en fait, faut améliorer ça, faut être plus précis là-dessus. J'ai un autre architecture d'algorithme que j'aimerais justement intégrer. Et ça, honnêtement, mais on peut aller 1000 fois plus loin. Donc oui, pour le coup, on fait que commencer. Tu peux partager des petits exemples qui sont pas propriétaires et qui font que tu partages ta science à tout le monde Sur ce qu'on veut mettre en place, je pense toute la partie un peu comprendre le mental, donc d'avoir un peu plus justement de tests là-dessus, que ce soit justement EMG, que ce soit des capteurs d'agacement ou d'énervement. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour comprendre. Celui-là, il m'intéresse beaucoup. C'est un gros boulot et il y a plusieurs PSJ qui travaillent un peu sur le sujet, mais c'est vraiment des trucs qui sont vraiment fondamentaux et intéressants à suivre. Je pense aussi avoir plus de finesse, toujours plus de finesse sur les différentes choses qu'on a, et aussi leur donner en fait pas mal de séances type pour voir en fait comment est-ce qu'ils réagissent au fur et à mesure, et en fait réussir à normer un petit peu ce type de séance pour potentiellement l'envoyer à quelqu'un d'autre et de dire fais ce set de 10 séances, voir comment est-ce que toi tu réagis. En fait, on est capable de déterminer ton profil physiologique juste grâce à ces 10 séances très spécifiques que tu as pu faire. C'est une étude scientifique en soi exactement. Tu prends X sujets et puis tu vois comment ça réagit, et après tu conclus et tu testes plein de trucs comme ça. T'es pas obligé de publier un papier dessus, mais tu peux le faire. Tu peux le faire quand même. Ce serait cool, mais à chaque fois c'est quand tu travailles avec ces deux-là, il y a beaucoup de trucs qui peuvent pas sortir malheureusement. C'est un peu justement gâché par ça. Ça sortira au fur et à mesure un peu en ruissellement, mais pas pour l'instant. Les amateurs, c'est la base.
pour pouvoir faire des études. Exactement, ouais. On y reviendra. Pour finir, moi j'avais une question un petit peu qui ouvre, qui est un peu large. En fait, est-ce que avec la journée d'hier, est-ce que tu penses que là on est rentré dans une nouvelle ère du trail où avant, toi t'en parlais, tu t'essayais tu communiques très bien dessus, mais en fait, tant que c'est pas posé sur le terrain, même si l'année dernière il y avait déjà quand même des bons petits signes, est-ce que tu penses que là ça va être un moment où ça va commencer à être tout le monde va commencer à s'intéresser à ça et à vouloir faire la même chose? Ouais, effectivement, pour nous c'est une victoire phénoménale. Enfin, même à titre personnel, le fait d'y avoir cru et que ça marche, enfin franchement, j'ai chialé hier. Enfin franchement, c'était incroyable comme moment. Et effectivement, je pense que ça a réussi à créer un shift. Déjà, c'est plus de reconnaissance. Il y a des gens qui découvrent un petit peu qu'il y a ce genre de profil qui peuvent aider les athlètes derrière. Mais aussi, je pense à un shift. Je me souviens, en début de semaine, il y avait un talk chez Course Épique ou quoi. Et il parlait un peu de la data, de ce qu'on avait fait avec Rouf l'année dernière. Et là, il y a Fred Bousseau qui dit moi je suis à 100% panache, même à 200% panache. Sous-entendu, en fait, j'aime pas trop la data. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'avais ressenti. Et je pense qu'il y a pas mal de journaux ou journalistes qui sont un peu comme ça, surtout les journalistes français, qui ont un peu cet esprit trail qui reste. Et là, je pense qu'on leur a montré que ça peut être vraiment intéressant, qu'on peut faire des courses extrêmement belles justement avec cette approche scientifique. Donc c'est plus un shift là-dessus de montrer que il y a des émotions qui peuvent passer, et oui, effectivement, ça peut fonctionner. Et là, deux victoires UTMB, en soi, je vais le mettre sur mon CV, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a marqué. Après, il faut confirmer derrière, et le boulot est jamais terminé. Mais honnêtement, ouais, c'est un énorme marqueur. T'accompagnes 2 athlètes et les 2 claquent la gagne, c'est extraordinaire. Tu travailles avec des athlètes français? Ouais, ça a jamais été facile au début en fait, parce que les Français ont toujours été un peu. C'était le sens de Mac. Exactement. Ouais. Non, pour le coup, 100%. Et heureusement, je pense que les deux sont anglo-saxons, que ce soit Rouf ou toi, mais je pense qu'il y a vraiment cet esprit fondamental en fait d'être Descartes. Enfin, c'est ce que je dis, Descartes est français, mais en fait ils sont beaucoup plus cartésiens que nous et analytiques que nous, notamment dans la confiance. Mais oui, et du coup là j'ai commencé un peu avec NutriPure, donc vraiment c'est une entreprise de nutrition mais qui vraiment essaye de devenir un sponsor complètement moderne, et donc avec le NutriPure Performance Lab, on met ça à disposition des athlètes signés. Donc il y a Arnaud Bonin qui a fini 4e de la CCC, qui a fait une perf vraiment hallucinante. Il y a Quentin, du coup, Fillon-Maillet, et il y a aussi une fille qui fait du triathlon, Cassandre Beaugrand. Oh, je sais pas si tu vois qui c'est. Et Perrine Lafont aussi, en ski de boss. Donc là, c'est des athlètes français qui ont senti un peu l'intérêt justement de cette approche analytique qu'on leur fournit justement grâce à NutriPure. Et honnêtement, je pense que ça va présager des belles compétitions. Ouais. J'en doute pas, parce que dans tous les cas, il y a des noms qui ont déjà sûrement optimisé pas mal de choses, même sans regarder la data. Quand tu finis championne olympique, c'est qu'à un moment ça fonctionne bien. Pourquoi je posais la question aussi à la base, ouais. C'est tu le mentionnais un petit peu, mais le côté français non mais on va rester dans notre mode qui fonctionne bien, et on se plaindra après qu'on gagne plus. Mais et du coup on s'y mettra une fois qu'on sera en retard. De toute comparaison à d'autres secteurs serait fortuite, mais c'est maintenant en fait qu'il faut regarder ça, parce que comme tu le disais, les datas, en fait, toi t'as besoin de, c'est pas j'arrive et demain on est capable de faire un truc pour la course dans 2 mois, quoi. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Tom et Rousse? Rouf, ça fait 3 ans déjà. En fait, on avait travaillé pour son UTMB 2023 où elle avait DNS, 2024, 2025. Et Tom, c'est marrant, c'est vraiment le lendemain de l'UTMB, je reçois un appel. L'an passé? Ouais, l'an passé, ouais. Okay. Je reçois un appel et c'est Tom, il me dit Joseph, je te connais pas, mais je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et en fait, il avait vu le briefing de Rouf, lui il avait DNF une 2e fois, et il me manque un truc, on a le même entraîneur. On a fait le même stage à Tignes, on a le même potentiel, on a gagné les mêmes courses, etc. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? Et du coup, il me dit, c'est peut-être toi, donc il faut qu'on commence à travailler ensemble. Donc en 1 an, on est déjà capable d'avoir des résultats corrects quand on met quand on est Tom Evans aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait quand même une base qui était quand même très solide. Moi, je dis toujours, en vrai, je suis quasiment pour rien dans la performance. C'est
90% l'athlète. C'est vraiment lui qui fait tout le travail, c'est lui qui s'entraîne tous les jours, c'est lui qui se lève tous les matins pour aller s'entraîner. Je pense aller 9% le coach parce que c'est lui qui justement donne la philosophie. Et moi, je suis vraiment le dernier pourcent qui vient magnifier un petit peu ou en tout cas permettre de prendre les bonnes décisions. Mais honnêtement, s'il y a du crédit à donner, c'est 100% à l'athlète. Ouais. On va dire ça comme ça parce que t'es humble, mais quand on voit le résultat d'hier et on va clore là-dessus, je pense que la preuve est dans les faits. Et félicitations aux athlètes parce que c'est aussi quelque chose de beau à voir quand on les voit avoir une belle foulée, revenir, passer, même si c'est dur pour les athlètes qui sont passés, mais en fait c'est à vivre, c'est les moments en fait qu'on va chercher dans ces courses-là, c'est les moments où il se passe des trucs et c'était vraiment très cool. J'ai hâte de suivre ça sur d'autres courses. Et je pense que maintenant, du coup, on va le voir de plus en plus. Ça va être intéressant de voir justement comment le monde s'empare un petit peu de tout ça et voir si t'as de la concurrence dans pas long. Là, on entend la musique de l'UTMB. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ça donne envie de retourner sur le terrain en tout cas. Allez, on y retourne. Merci beaucoup, Joseph. Merci Nico. Ouais, à plus, à très vite. Salut.